parce que dans le fond, je m'adresse à vous, puis je sais que c'est très difficile quand on s'enregistre de vouloir faire des paramètres tout seul. C'est sûr et certain que actuellement, là, dans le cadre de mon expérience de vie, j'ai une expérience de vie qui est fantastique à partager avec les gens. Puis actuellement, c'est sûr que je suis totalement en contre-choc avec suite à ce qui m'est arrivé en 2015. En 2015, j'avais un bureau de notaire, j'avais même 2 bureaux, une quinzaine de secrétaires, courtier en immeubles, développeur immobilier et également écrivain et éditeur. Ce que j'ai écrit dans mon livre, Les pouvoirs de la magicienne, c'est vraiment le summum des recherches de ma conscience, de ma quête qui a duré 40 ans. Et là-dedans, j'ai vécu plusieurs choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes fantastiques. Et je me fais un devoir donc de vous livrer dans un message qui va durer peut-être 1 heure ou 2. Donc je m'enregistre autant pour avoir un enregistrement électronique, vidéo, puis auditif. Et c'est ça. Donc, le constat que je fais, c'est que c'est évident, il y a beaucoup de gens qui constatent sur la Terre que rien ne va plus. Hein? C'est comme quand on joue à la roulette là, au casino, rien ne va plus, les jeux sont faits. Je pense qu'on a perdu le contrôle de ce qui nous arrive en tant qu'humanité, parce que il y a des sociétés qui produisent des biens de consommation, puis finalement, nous autres, on les consomme, puis ça engendre de la pollution. C'est épouvantable, là. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a beaucoup de mauvaises choses. Puis le problème qui arrive, c'est quand il y a trop de choses qui sont néfastes pour la survie de l'être humain, à ce moment-là, on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver. Hubert Reeves a fait un film récemment, La Terre vue du cœur, puis ça pose la question, au rythme où ça va, les forêts amazoniennes, l'eau, la pollution, la couche d'ozone, les BPC, qu'est-ce qui va arriver? Et ils n'ont pas de réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que dans un certain constat, on peut dire qu'il y a de la récupération, il y a du recyclage. Puis ça, c'est un effort timide de la Terre, mais c'est un pas engendré vers pas s'autodétruire. Mais c'est sûr que dans le cadre des pouvoirs de la magicienne, moi j'ai écrit un coffret de 2400 pages. C'est 8 tomes de 300 pages chacun et c'est écrit gros, c'est fait pour être lu par tout le monde. C'est de la vulgarisation, mais c'est ma compréhension qui est pas mal un point de vue unique de qu'est-ce qu'est la société aujourd'hui, puis où on s'en va, puis ça vient d'où, puis qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors, ce qui se passe, c'est que la réalité est trop forte pour être absorbée, pour être intégrée par les gens. Donc, ce qui est triste, c'est que les gens sont tous de même. Je veux recevoir la lumière, je veux être dans la lumière. Puis là, ils ont une attitude, ils ont une attente face à ça. Puis quand la lumière se présente à eux, là, c'est pas évident qu'ils vont être capables de l'accepter. C'est une question de capacité. Alors, c'est sûr que pour être capable d'absorber cette énergie-là, souvent, c'est une énergie qui va nous chambarder intérieurement, qui va remettre en question notre système de valeurs, nos croyances, nos espérances, nos attentes, nos doutes, et qui va peut-être même provoquer la peur à certains niveaux émotifs. Donc, en passant, c'est sûr que je me fais des notes parce que j'ai tellement d'idées que je vais y aller de façon progressive. Puis je fais beaucoup de conférences en autocanalisation, c'est-à-dire que c'est pas une autre personne que moi qui parle, mais c'est moi avec ma conscience pure, ma conscience élevée, qui descend d'énergie sous forme de parole pour que ça soit intelligible pour tout le monde. Alors, c'est sûr et certain que au niveau émotif, on peut être désorienté. Quand l'énergie rentre, c'est un peu comme un éléphant dans un jeu de quilles, ça va tout chambarder, puis les gens vont devenir ce qu'on appelle en initiation, c'est-à-dire que pour passer d'une période inconsciente à une période consciente, c'est une personne, quand elle est inconsciente, ça veut dire qu'elle vit au jour le jour, mais elle n'a pas conscience de la multidimensionnalité de l'être humain, elle n'a pas conscience du potentiel total, puis elle peut être dans un système de croyance ou elle peut être athée, mais elle n'est pas consciente des niveaux de manipulation et beaucoup de gens vont croire dans le libre arbitre,
Le libre arbitre, on est laissé libre à nous-mêmes de choisir, mais on doit choisir dans un menu. Donc, si les réponses nous ont déjà fournies, quand on pose des questions, c'est un peu de la retenue d'information qui revient à dire qu'on a été menti en tant qu'humanité. Bernard de Montréal appelait ça le mensonge cosmique. On est empêché de voir dans l'invisible parce qu'il y a des niveaux dans la trois-dimensionnalité qu'on vit qui sont facilement accessibles par nos 5 sens, mais c'est évident qu'il y a des niveaux de réalité qui sont inaccessibles pour l'instant, sauf sous forme d'intuition, sous forme de rêve, sous forme de 6e sens, qu'on va dire. Les gens vont parler souvent de la 4D, là, et ça fait toujours partie de la désinformation parce que, d'ailleurs, je vais vous dire une chose, j'ai un de mes amis qui n'arrêtait pas de parler de la 3D, la 4D, la 5D, puis etc., puis l'ascension. J'ai dit, c'est quoi la 3D? Ben, c'est la 3D, c'est physique, mais ça veut dire quoi 3D? Il n'était même pas capable de l'expliquer. 3D, c'est 3 dimensions pour longueur, largeur puis hauteur. Alors, quand vous avez 3 axes, X, Y, Z, c'est là qui va définir quelque chose qui est en 3 dimensions. Si vous avez 2D, vous allez avoir quelque chose qui est plat. Comme une feuille de papier, ça va être en 2D, parce que ça va être au niveau plat, mais il va y avoir une longueur et une largeur, mais il n'y aura pas de hauteur. Ou très peu, parce que tout est infini-décimal. La 4D, en passant, c'est, les gens vont appeler ça le continuum espace-temps, mais le temps, c'est une dimension qui n'existe pas en tant que dimension. Ça existe seulement si on a une mémoire pour être capable d'enregistrer une différence d'événements entre deux comportements de l'énergie. Alors, donc tout le monde va chercher des guides. Tout le monde va chercher à se faire éclairer par des gens. Puis c'est comme un aveugle qui va mener un autre aveugle. Puis souvent, les gens ont une intuition, ils ont un intérêt pour telle et telle chose, et ils vont chercher des gens qui vont corroborer qu'est-ce que les autres disent. Donc, si c'est de faire de la guérison spirituelle, ils vont essayer de suivre des séminaires, des ateliers, etc. Et c'est bon parce que tous les chemins mènent à Rome, hein? Tous les chemins mènent à la conscience. Donc, qui se ressemble, ça semble, ça existe. Mais quand on dit qu'ils se ressemblent, ça semble, ce qu'on veut dire, c'est que finalement, en anglais, ils disent birds of a feather flock together, hein? Puis les contraires s'attirent. Alors, on peut toujours sortir un petit dicton à la bonne franquette, à notre sauce, quand ça nous convient. Mais dans le fond, il n'y en a pas de chemin, il y en a autre que l'évolution complète et totale de la personne pour atteindre ce qu'on appelle une conscience pure. Puis à toute fois qu'on est dans un mode, qu'on est dans une religion, dans un dogme, dans une philosophie, dans toutes sortes de choses où il y a des normes, puis des comportements qui sont prédéterminés, on se fait mener par le bout du nez, on se fait dominer à notre insu, on se fait manipuler. Et puis, finalement, dans la conscience pure, il n'y a même plus de nom, il n'y a même pas de supramental. Les religions, c'est une chose, la métaphysique, c'est une chose, le politique, c'est une autre chose. Ceux qui sont mystiques, c'est une autre affaire. Il y a des gens qui sont chamans. Ce sont toutes des, je dirais moi, des corridors du même labyrinthe qui mènent à la conscience. Donc, on est de passage sur Terre, ça c'est bien évident. Et le passage se fait, il y en a que ça dure 10, 15, 20 ans, d'autres ça dure 60, d'autres ça dure 95 ans. C'est évident qu'il y a une naissance, une élévation de conscience et on a une instruction. Puis quand on arrive adulte, ben là, on vit pendant plusieurs années. Puis un jour, la maladie va s'installer chez nous, puis on va mourir de dégénérescence, de maladie, puis qu'on ait 60 ans par un cancer ou qu'on ait 95 ans par un ACV, c'est la même chose. Alors, on a tout un temps de vie puis une date d'expiration. Puis pendant qu'on est ici, on doit expérimenter la matière. Alors, l'expérimentation de la matière est intéressante, expérimenter le corps physique, les 5 sens, la nourriture, la sexualité, la beauté de la nature, parce que la nature elle est très belle, même si à certains endroits de la Terre elle est violente, les endroits où, je ne sais pas moi, il y a les glaciers, les volcans, etc., c'est évident qu'il y a des milieux qui sont plus difficilement colonisables par la vie en général. Mais même dans les sources volcaniques sous-marines, il y a des bactéries qui vivent à des températures très très élevées. Donc le milieu est vraiment colonisable par plusieurs espèces d'animaux. Il y a même des poissons qui sont des poissons qui vont escalader une paroi rocheuse pour faire 100 pieds parce qu'à l'autre bout, il y a un lac.
C'est fort la nature. Si vous regardez les documentaires de Planète D, là, puis Planète Bleue, puis tous ces documentaires-là, la BBC font des vraiment beaux programmes. Puis c'est super intéressant de voir comment c'est vaste la Terre, puis sans parler de l'univers ou du cosmos. Alors, il y a beaucoup de gens dans leur conscience qui passent de l'inconscience à la conscience. Puis quand ils passent de l'inconscience à la conscience, à un moment donné, ils deviennent accrochés sur des choses, phénomènes paranormaux, ce qu'on appelle les pouvoirs extrasensoriels, ESP. Et là-dedans, par exemple, le phénomène OVNI est très intéressant pour certains. Puis il y en a qui vont même développer une attitude, une compulsion, une obsession pour ces phénomènes-là, parce que c'est intriguant pour la curiosité de l'ego humain. Mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que même si on est en conscience, même si on est très effervescent dans notre énergie, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle actuellement parce qu'on n'est pas rendu là au niveau évolutif. Donc, c'est comme dans le film Rencontre du troisième type, où l'acteur principal joue le rôle de quelqu'un qui reçoit une image implantée dans sa tête, puis il a reproduit dans ses patates, dans sa crème à raser, la clôture dehors, dans son jardin, puis ça devient une obsession. Mais parce qu'il est comme contrôlé indirectement, manipulé par un événement qui est plus grand que lui, qu'il ne peut pas comprendre, mais qu'il veut essayer de reproduire. En science, ça c'est facile. On prend une loi, on va prendre des éléments chimiques, on va les mélanger ensemble, on va comprendre la réaction qui va arriver, puis on va être capable de reproduire. Là, on va édicter une loi. Mais il y a des phénomènes qui n'appartiennent pas à la réalité de la Terre, phénomènes angéliques auxquels on n'a aucun contrôle. On peut prier toute notre vie, puis ça ne nous arrive pas, on peut ne pas prier, puis ça nous arrive. Alors, quand on regarde ça, moi, j'ai trouvé ça important de parler de le fruit de ma réflexion et de ma quête, et de la faire la plus élaborée possible. Élaborée. Quand on construit une maison, souvent on va dire tant qu'à y être, tant qu'à y être, tant qu'à y être, puis on part avec un petit projet, puis on finit avec un château. C'est à peu près ça qui est arrivé avec mon livre, mais je suis content que je l'ai fait parce que ça s'adresse à la masse, mais en même temps à l'individu qui est en démarche intérieure, en recherche, puis qui a passé par toutes sortes de choses, que ce soit le tantrisme, la prière, la méditation, l'ésotérisme, l'occultisme, les sciences cosmiques, pour à un moment donné faire un rond-point pour dire il y a un cul-de-sac qui existe à un certain moment donné où on n'a pas accès à l'esprit pur, ce qu'on appelle la science infuse. Mais pour ça, il y a des niveaux d'entendement qui peuvent arriver et qui peuvent faire que quand on se connecte à sa source, qui est connectée à ce qu'on appelle Dieu ou l'universel, sans faire de forme avec ça, bien, il y a une façon que le corps physique va être, on pourrait dire, composé pour lui permettre d'avoir de nouvelles propriétés, dont la connexion avec l'universel. Puis, c'est important d'avoir un vocabulaire commun. Parce que dans mes livres, j'ai un lexique qui a à peu près une quinzaine de pages. Puis c'est évident que je définis le mot amour, le mot entité, le mot fantôme, le mot intelligence, le mot volonté, psychique. Parce que souvent, pour quelqu'un, il va dire « Ah, j'ai vu un esprit », mais le mot esprit pour une personne ne veut pas dire la même chose que pour l'autre personne. Donc, quand on était en mathématiques, quand j'étais plus petit, il y avait une affaire qui s'appelait le PPCM, plus petit commun multiple. Bien, le lexique de base qu'il y a dans mon livre, c'est ça, c'est un PPCM, c'est-à-dire que c'est un alphabet de base qui indique donc, avec une absence de polarité le plus possible, de subjectivité le plus possible. Donc, si on reste objectif et on n'est pas polarisé dans nos descriptions, on va utiliser des mots qui vont être descriptifs et qui ne transféreront pas donc de paramètres qui seraient aléatoires et personnels à chacun. Donc, un exemple, en passant, j'ai réalisé ça ce matin, on parle souvent des NDE ou des EMI, expériences de mort imminente, en anglais Near Death Experience. Mais on devrait plutôt appeler ça une expérience de mort brève ou temporaire, parce que dans les expériences de mort imminente, la personne, elle est déclarée morte pendant 1, 2, 3, 5 minutes, et après ça, elle revient à la vie, c'est-à-dire que l'activité cardiaque peut avoir cessé par un arrêt cardiaque. Il ne semble plus avoir d'activité cérébrale. Et après ça, la personne revient à la vie. Donc, quand elle revient à la vie, ça, elle est techniquement morte là, pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Donc, ce n'est pas une mort imminente ou un near death.
c'est une mort, mais qui est brève ou temporaire, parce que naturellement, on ne peut pas être déclaré mort pendant longtemps sans que le cerveau subisse de grosses problématiques qui feraient en sorte que la personne reviendrait dans un état végétatif, même si ça serait techniquement en vie. Parce que ce qui est en vie, c'est une chose, puis ce qui est conscient, c'est une autre chose. D'ailleurs, là-dessus, une de mes connaissances, Jean Rack, qui a été médecin pendant une trentaine d'années, gère le stress maintenant, puis il me parlait des cellules gliales, qui disait que c'était des cellules du cerveau qui aidaient au corps humain à percevoir son environnement, mais sans l'intermédiaire des 5 sens. Alors ça, c'est une découverte de la science dans les dernières années, et qui fait en sorte que quand on perçoit l'expérience par nos sens peuvent nous biaiser, puis on peut être sujet à des miroitements, des mirages, des hallucinations, etc. Parce que souvent, le cerveau humain, l'esprit, la rationalité, va être capable de faire des compositions en absence d'information. C'est comme si vous avez un puzzle, puis il manque une image dans le milieu, puis votre cerveau va vous la donner pour avoir l'image globale. Mais ça, il faut faire attention parce que souvent, ça peut être des projections d'une pensée humaine. Puis, lui, il me disait ça, que maintenant, il avait inventé des nouveaux miroirs. Il y avait ça à conjugaison de phases. Puis c'est des miroirs que si tu mets un vis-à-vis de l'autre, tu as l'impression d'avoir la lumière à l'infini, mais comme le miroir est un petit peu courbé, on dirait que là, il y a comme un tunnel, mais qui s'en va comme de façon sinusoïdale. Mais quand c'est la conjugation de phases, c'est comme il y a une autocorrection, puis on renvoie l'image, puis à ce moment-là, c'est vraiment comme une ligne droite. Mais dans notre vie, c'est ça qu'on devrait arriver à faire, c'est être capable de s'auto-corriger pour corriger toutes les distorsions qui proviennent de nos pensées, de notre enseignement, de la désinformation et de la retenue d'information qui nous a été soumise durant tous ces millénaires-là. Alors, c'est sûr que dans notre vie, souvent, on peut avoir ce qu'on appelle des nœuds le long de notre colonne vertébrale qui est remplie de vortex d'énergie qu'on appelle des chakras. En sanskrit, ça veut dire centre d'énergie. Tu as le plexus solaire, tu as la thyroïde, tu as le pinéal, tu as le chakra de base. En indien, ils disent ça, ils appellent ça le Muladhara chakra, qui est le chakra sexuel, qui est l'énergie qui est la plus basse, qui correspond à des couleurs. Puis c'est tout expliqué ça dans mon livre. Puis vous savez probablement tout pas mal ça. Il n'y a pas rien de nouveau à date dans ce que je dis. Mais toute personne qui entame un processus vers la conscience réelle va avoir un problème et va avoir une initiation que Bernard de Montréal pouvait appeler l'initiation solaire. Une initiation, c'était d'être en un mode d'apprentissage d'une nouvelle énergie ou d'un nouvel état d'être. Donc l'initiation, ce que ça fait, c'est que ça corrige, donc ça défait ce qui était fait de façon aléatoire et ça le refait parfaitement. Donc, dans ce processus-là, de façon émotive et au niveau de nos pensées, on va être restructuré, recomposé, reconfiguré pour être capable de véhiculer l'énergie de façon plus parfaite. Alors, c'est sûr que quand on a des nœuds le long de notre aide intérieure, il faut apprendre à les défaire. Un petit peu comme quand on parle de, si vous avez un nœud dans votre fil de canne à pêche, puis votre ligne a 30 pieds de long, mais qu'à cause du nœud, votre ligne elle a juste 20 pieds, mais si vous défaites le nœud, vous allez avoir plus de cordes, vous allez avoir plus être capable d'aller au fond du lac, au fond des choses. Faut apprendre à reconnaître une information quand elle est réelle que lorsqu'elle n'est pas réelle. Quand elle est réelle, ça veut dire que la personne qui va la parler, la véhiculer, va être capable de l'expliquer de bord en bord, up and down, de gauche à droite, holographiquement. Puis si elle n'est pas capable, puis elle fait juste répéter quelque chose qu'elle a entendu, même si l'information est réelle, pour elle, elle n'est pas réelle parce qu'elle ne la comprend pas vraiment ou réellement. Alors en fin de semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui était professeur de yoga qui me dit quand on s'habille en blanc, on est 9 fois plus fort en énergie que si on n'est pas en blanc. Puis là, moi dans ma tête, l'information passait, puis je ne la comprenais pas. Je dis explique-moi donc pourquoi 9 fois, pourquoi pas 7 fois, pourquoi pas 3 fois.
Puis elle me dit, ah, ben, c'est ce que mon yogi m'a enseigné. Oui, mais s'il t'enseigne quelque chose qui devient une connaissance, une information que tu ne contrôles pas et que tu ne comprends pas parfaitement, tu peux répéter des balivernes puis des choses qui sont non fondées. Donc, il faut faire bien important. Donc, dans le fond, le problème sur la Terre actuellement, c'est qu'il y a toutes sortes de choses. Puis dans l'échelle de la conscience, les gens vont aller vers justement donc, la méditation, la prière, le tantrisme, les sciences occultes, etc. Parce que c'est l'ego qui essaie de cerner l'esprit. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous, là. L'ego n'est pas capable de cerner l'esprit. L'ego, quand il est transformé suite à une transformation, une mutation qui s'opère dans sa personne, devient plus consciente et éventuellement, l'ego est capable de vibrer plus à une conscience universelle, mais ce n'est pas l'ego, dans sa quête égoïque d'essayer de trouver des réponses à ces questions, qui va être capable de faire ça. Parce que plus l'ego essaye, moins il se met dans un mode réceptif de ce que l'univers et de ce que son corps a à lui donner. Donc, c'est sûr qu'au cours de l'évolution, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc., notre corps, à un moment donné, peut se réveiller et peut révéler des choses à la personne en vivant une expérience qui n'avait pas été vécue avant pour toutes sortes de raisons. Peut-être qu'il y avait trop un conditionnement, peut-être que la personne, elle était trop prise dans un mode d'endoctrinement, brainwashing, mais à un moment donné, la personne, plus elle se libère, plus elle lâche prise, et plus il y a un laisser-aller. C'est comme une osmose, c'est un état de neutralité qui est en mode accueil et réception. Et quand on est en accueil et réception, bien là, si on parle à l'univers va nous répondre, mais souvent la réponse qu'il va nous donner, c'est peut-être pas celle à laquelle on s'attendait, mais c'est correct. Et d'où là l'apprentissage. Donc, dans le fond, dans la vie, dans la conscience, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans le sens qu'on peut écouter des orateurs comme moi, on peut aller à des conférences, des symposiums, des ateliers, rencontrer des gens qui font du channeling, rencontrer des gens qui font de la guérison spirituelle, du chamanisme, mais chaque science, chaque petit comportement est une facette d'un diamant holographique à des milliers de facettes, et il n'y a pas juste une façon, mais dans le fond, il y en a juste une. Dans le sens que si on est réceptif, l'information va rentrer là où elle sera nécessaire et quand elle sera nécessaire. Donc sinon, on est dans des formes d'illusion, de croyance, de mirage, de miroitement. Puis miroitement, passement, c'est miroir puis ment. Alors le miroir, il te ment. Pourquoi? Parce qu'il t'envoie la réflexion d'une image, mais qui n'est peut-être pas réelle, qui est peut-être superficielle, mais en profondeur, une image vaut 1000 mots, mais 1 million de mots, c'est plus fort qu'une image. Parce que ça peut arriver à défaire les distorsions qui peuvent se produire dans le transfert d'informations. Tout le monde connaît ça quand on joue au téléphone. On est une chaîne d'une dizaine de personnes, puis il y en a qui dit à l'autre, je ne sais pas, le mot sous-marin. Puis l'autre, il va comprendre loup marin. Puis à la fin, ça va être marin, puis après ça, ça va être marinade, puis après ça, ça va être fusillade. Le mot peut être distorsionné. Faites l'expérience, c'est assez rare que le mot revienne intact. Et ils ont même inventé des jeux. J'ai joué à un jeu de société où, avec un dessin, une personne a un sujet, fait un dessin, et là, on passe tous le dessin qu'on a fait de ce qu'on a compris à l'autre, et l'autre va essayer de redessiner. Puis vous voyez que c'est la même chose, même dans le dessin, les informations vont subir des pirouettes. Alors, c'est sûr et certain que quand on a des réflexions et des projections internes de nous, on croit être capable de pouvoir accéder à la réalité par notre ego, mais c'est la nature qui va faire en sorte que notre corps est plus intelligent que ce que l'on croit. C'est encore Jean Racq qui disait ça. Et c'est vrai parce que le corps, il a des milliers, des millions d'années d'existence, d'antériorité et d'historique. Et le corps, il est conçu pour être capable donc de livrer un message lorsque le messager est attentif au message. D'ailleurs, ils ont fait des expériences récemment, j'ouvre une petite parenthèse,
par rapport au cancer. Et il y avait des rats de laboratoire qui avaient un cancer quelconque. Et ils faisaient l'expérience d'en nourrir bien certains et les autres de les faire affamer. Mais affamer comme dans le sens d'un jeûne. Et là, il disait qu'au bout de 10 jours, 30 jours, 60 jours, si le rat n'était pas mort, les cellules qui étaient cancéreuses mouraient avant les cellules qui étaient saines. Alors, dans un sens, quand nos mères nous disaient si t'es malade, mange bien et prends un bon repas, on ne parle peut-être pas du cancer, là, mais ce qu'on veut dire, c'est que des fois, il y a des situations qui se produisent et que c'est exactement le contraire de ce qu'on aurait pensé. Un autre exemple que je pourrais dire, c'est, tout le monde connaît les tournesols, en anglais les sunflowers. On appelle ça comme ça parce que le tournesol se dirige vers la lumière. Parce que de la façon qu'il est composé, le tournesol, il tourne avec le soleil. Donc, c'est une adaptation évolutive de cette plante-là pour qu'elle capte plus de lumière. Mais le phénomène par lequel ça se produit, où les plantes sont toujours orientées vers la lumière, c'est exactement le contraire de ce qu'on croit. Parce que la lumière elle a un effet photoinhibiteur, c'est-à-dire la lumière fait cesser de croître. Alors, si vous avez une plante, je vais prendre ma main, qui est ici, et vous avez le soleil qui est là, bien, la plante, elle va avoir tendance à s'orienter vers le soleil parce que la partie qui est exposée à la lumière cesse de croître et la partie qui est à l'ombre va continuer à pousser. Donc, il va y avoir une espèce de dépassement qui fait en sorte que la plante semble, et elle s'oriente vers la lumière, mais ce n'est pas parce que la lumière fait pousser la plante, c'est le contraire, c'est que l'absence de lumière fait en sorte que la plante continue à pousser et où elle ne pousse pas, ça reste stagnant. C'est pour ça que dans la croissance de la plante, bien, elle se dirige vers la lumière. Fait que le résultat est le bon. Et c'est le résultat cherché, mais ce n'est pas ça que les gens, dans la croyance populaire, vont comprendre. Alors, c'est sûr que l'immensité et l'infinité, et moi j'appelle ça l'infinitude de la conscience et du cosmos, c'est tellement grand qu'un ego ne peut pas absorber. Comme on dit dans le dicton, c'est comme la mer à boire. Ben, c'est pas la mer à boire, parce que boire la mer, si on est un ego puis il faut absorber la mer étant plus gros que nous autres, on va avoir un problème. Ça va être un peu comme la grenouille et le bœuf dans la fable de Jean de La Fontaine. C'est que l'ego est fait pour intercommuniquer avec l'universel, avec l'esprit, avec la lumière amour, appelez ça comme vous voulez, Dieu. Mais on ne peut pas absorber tout ça parce que dans une conscience unique, on peut être à la fois la mer et la goutte de l'océan, dans l'océan, mais c'est un état de relationniste entre deux états de choses. Moi, j'appelais ça, nous sommes des singularités faisant partie d'une universalité. Donc, une chose unique et individuelle, mais faisant partie d'un tout. Alors, les gens ont toujours le mot pour dire « on est tout ». Et j'ai récemment quelqu'un qui me dit « tout est amour ». J'ai dit oui, tout est amour parce que l'énergie universelle, elle est tout, elle est intelligence, elle est amour et elle est volonté, mais il y a des compartiments, il y a des fréquences de rayonnement. Si on va, exemple, en Europe, là où il y a la guerre, puis les gens se tirent avec des canons, des fusils, etc., je ne crois pas que là, c'est le siège de l'amour. C'est pas une manifestation de l'amour. Peut-être que quand on a une polarité, on a l'anode et la cathode, puis des fois, on a plus à voir avec l'aspect négatif, des fois avec l'aspect positif, qui ont chacun leurs propriétés et leurs caractéristiques. Mais c'est sûr et certain que quand on voit toutes les injustices qui existent sur la Terre, le manque de partage, le manque de communion, le manque d'échange, c'est évident que je ne peux pas dire, moi, que je vois partout l'amour. Je peux dire que l'amour peut rayonner partout parce qu'elle est dans les rayons du soleil qui nous éclairent. Mais il y a beaucoup de nuances et les gens, souvent, manquent de vocabulaire pour exprimer parfaitement leurs idées. C'est pour ça que la langue, c'est comme un instrument et il faut bien s'en servir pour être capable de transformer parfaitement une information à une autre personne sans qu'il y ait d'erreur dans la transmission et que ça soit transformé, distorsionné.
Donc, il y a une grosse différence entre le mensonge, la retenue d'information et la désinformation. Le mensonge, c'est quand sciemment on pervertit la réalité puis on la déforme. Si on fait une retenue d'information, c'est qu'on ne dit pas toute la vérité. Des fois, on va appeler ça un mensonge blanc. Un mensonge blanc, c'est que tu dis oui, puis c'est oui partiellement, mais tu ne rajoutes pas le reste qui fait partie de la réponse, parce que c'est mieux pour la personne qui a posé la question de ne pas connaître la réponse. Peut-être que des fois, c'est intelligent d'agir de cette façon-là. Si un petit enfant de 5 ans, son père a un accident d'auto et décède, puis il demande à sa mère où est papa, si elle répond direct, il est mort, ça risque de causer un choc. Il était venu dire, ben le papa, il y a eu un événement, puis je vais t'en parler plus tard. Il y a des manières d'amener ça tranquillement pour que la personne puisse absorber plus facilement sans que ça crée un choc émotif qui cause un trauma. La désinformation, c'est de valablement, intentionnellement donner des informations qui vont jeter les gens, en bon québécois, à côté de la traque. C'est-à-dire qu'ils vont les envoyer dans des fausses pistes. Puis ça, c'est fait sciemment. Et malheureusement, les médias actuellement, l'information qui est véhiculée, c'est l'information qui est voulue par ceux qui contrôlent l'information, que ce soit les dirigeants de ces médias-là ou que ce soit le monde invisible qui s'adresse à ces individus-là qui dirigent ces médias-là. Donc, dans le mode désinformation, j'inclurais beaucoup, moi, le channeling. Le channeling, dans ma conception, c'est quelqu'un qui va canaliser, donc qui va servir de canal à une entité pour passer un message quelconque. Quand le message est passé et qu'il n'y a pas de filtration, de filtrage de l'information qui est dite ou véhiculée, le problème qui arrive, c'est que on peut répéter n'importe quoi qu'on se fait dire sans être capable de le vérifier par nous-mêmes. Puis à ce moment-là, on peut dire des balivernes ou des choses qui ne sont pas exactes. Alors, je vous rappelle peut-être du film Ghost, Fantôme d'amour, avec Whoopi Goldberg. Là. Mais dans ce film-là, elle est comme un médium, puis il y a quelqu'un qui rentre dans elle, une entité décédée, et qui va s'exprimer au monde physique en utilisant son corps. Ça arrive, ça. Il y a des gens comme Lee Carroll qui vont canaliser Cryon, puis Ramta, ça en a un autre, Penda, ça en était un autre, Yamchu, il y en a plein. Il y a des gens comme Jean de Dieu au Brésil qui ont des dons parce qu'ils sont assistés de certaines forces. Edgar Cayce était quelqu'un qui canalisait beaucoup les docteurs de la science et des choses comme ça. Mais dites-vous une chose, à toute fois qu'il y a un canalisateur et qu'il y a une entité qui canalise, l'entité, elle a une fonction puis elle a une intention que la personne qui canalise ne connaissait pas nécessairement. J'ai parlé à quelqu'un en fin de semaine qui me dit, moi j'ai fait des conférences devant 150 personnes et j'ai canalisé pendant 5 ans et je me suis rendu compte que comme je ne contrôlais pas l'information et je ne pouvais pas savoir l'authenticité et non pas la véracité de l'information, j'ai arrêté de faire mon channeling. Donc elle a cessé, elle, d'être manipulée à outrance par une entité de haut niveau. Alors, c'est sûr et certain que le but souvent de ces entités-là, c'est à la fois de se rendre intéressant, de piquer la curiosité de l'ego, de solliciter donc une espèce d'intérêt, et les gens qui sont avides de connaissances vont écouter, et quand ils vont voir un phénomène qui est réel et authentique, le phénomène de walk-in, de quelqu'un qui est canalisé, qui canalise une entité, c'est un phénomène réel, mais ce phénomène-là, les gens qui sont dotés d'aptitudes psychiques vont souvent voir l'entité rentrer dans la personne, puis même il peut y avoir comme une série, un groupe d'entités qui vont faire ça, et l'information qui est donnée, ça peut servir à toutes sortes de choses. J'avais déjà été à une séance où moi, l'entité parlait par l'intermédiaire du canal, puis il disait tellement de choses, c'était beau, c'était plein d'espoir, mais c'était vide d'informations réelles. Mais pas de l'information réelle qui correspond à de la connaissance. De l'information réelle qui aurait été, exemple, un mode de comprendre mieux pour devenir plus conscient. Dans mon livre à moi,
ou dans mes livres, c'est pas en se faisant dire qu'est-ce que les reptiliens ont fait il y a des milliers ou des millions d'années avec une guerre sur la Terre que ça va m'apporter grand-chose. Donc il y a des gens, comme il y a un film actuellement qui est un film qui est rempli d'informations réelles, et à la fois c'est l'interprétation souvent qu'on peut en faire qui va nous faire prendre dans un piège ou un test. Donc, il y a beaucoup de films qui sont faits actuellement sur en anglais, ils appellent ça disclosure, là, donc la révélation du mensonge cosmique, puis la vraie vérité, puis il parle des Pléiadiens, puis Ashtar Command, puis plein d'affaires de même. À mon niveau à moi, ça n'a pas d'information de niveau de réalité assez fort pour susciter mon intérêt, parce que c'est des informations que je n'ai pas besoin. C'est comme si on mange, exemple, des patates chips, que ça va remplir l'estomac, mais ça ne va pas nourrir nécessairement le corps, parce que ça va être juste ce qu'il y a dans les patates chips, là, qui n'est pas vraiment nutritif pour le corps physique. Alors, il faut savoir donc que tous ces modes-là, que ce soit Soria, Telos, Crimson Circle, qui est le cercle Croix-Mazie, que ce soit Cagliostro, Saint-Germain, ou toutes les entités qui disent, qui apparaissent au genre humain par l'intermédiaire des gens, souvent, moi, dans ma conscience, si cette personne-là est un être qui a, comme Ramta, qui aurait connu l'ascension il y a 35 000 ans, qui serait devenu comme le vent, puis serait passé d'un état égoïque à un état universel, mais cette personne-là, si elle est capable de transcender la matière, elle serait capable simplement de se manifester en apparaissant à une personne sans être obligé de passer par le processus de dédoublement de personnalité en prenant la psyché de la personne et en empruntant le corps physique d'un canal. Alors ça c'est personnel à moi, mais c'est ma compréhension. Alors, c'est sûr que il y a beaucoup dans la désinformation, comme je disais, la 3D, 4D, 5D. Je disais à quelqu'un, c'est quoi la 5D? Ben, c'est la 5D. Puis c'est quoi la 4D? Ben, c'est l'espace-temps. La 5D, je ne sais pas, mais c'est ce qui s'en vient. Alors, moi, dans ma conscience, il y a le monde physique qui est en 3 dimensions. Il y a l'espace-temps, donc on pourrait appeler ça le monde astral. J'explique ça dans mon livre. Le monde astral, c'est le monde de l'imaginaire, le monde des formes pensées, qui a une réalité, mais qui n'est pas physique. Alors, pour la science actuelle, souvent quelque chose va être réel s'il est physique. Mais s'il n'est pas physique, il n'est pas réel. Alors, un rêve, c'est pas réel selon la science, mais un rêve, notre réalité qu'on a dans notre rêve, c'est avec la capacité de notre énergie d'amener un niveau d'intelligence dans le monde astral, où là, on va être manipulé par des formes pensées, parce que c'est rare qu'on est en contrôle de nos rêves. On est souvent menotté par nos rêves. Alors, donc, c'est sûr que dans cet ordre de pensée-là, je pourrais dire que la 5e D, ça correspondrait à ce qu'on appelle le monde éthérique. Le monde éthérique, c'est le monde où l'essence même existe en dehors de la matière, mais même pas dans le monde astral. Parce que dans le monde astral, qui est aussi le monde de l'âme, le monde où l'âme retourne lorsqu'elle est désincarnée, lorsque la personne décède, bien, le monde astral est sujet à la gravité terrestre. Donc, les êtres décédés sont prisonniers dans une forme plus subtile d'un couloir énergétique où là, ils doivent digérer leur expérience de la vie humaine, concocter leur nouveau plan de vie qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont se réincarner, jusqu'à temps qu'un jour, ils puissent construire un corps physique qui va être capable d'absorber un niveau de réalité tel que le corps va se reconfigurer durant la vie et va faire en sorte qu'un jour, les êtres humains vont accéder à ce qu'on appelle l'immortalité, pour un jour accéder dans un futur très lointain à ce qu'on appelle l'éternité. Mais en attendant, on est loin de là et on doit donc s'occuper au jour le jour, the power of now, le pouvoir du moment présent, c'est réel. Moi, j'appellerais ça ici et maintenant. C'est encore mieux que le pouvoir du moment présent, parce que si on dit le moment présent, on compare avec le moment passé puis le moment futur. Fait qu'on est encore dans une référence, mais qui est plus subtile. Fait que si tu es dans l'instant du moment, tu n'es plus dans le moment présent.
C'est juste un état d'être, de vivre, d'irradier son énergie, surtout si on a plein d'énergie, d'esprit et de cœur, bien, ça peut donc devenir inspirant pour les autres. Alors, il faut qu'on s'occupe de nos vies. Puis si ça veut dire de s'occuper de notre couple, si on est en couple, c'est une priorité. La famille et ou les enfants, les amis, le travail qui va amener donc l'argent et l'assise de la base financière pour exprimer une espèce de liberté et où on va pouvoir faire nos passions, donc avec nos champs d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes sur la Terre, et donc on va pouvoir partager ça avec nos amis. Puis notre famille d'esprit n'a rien à voir avec notre famille génétique, et il y en a qui sont initiés justement par ça, parce qu'il y a un remaniement total qui se produit dans leur vie. Alors, quand on se fait dire qu'il n'y a rien à faire, c'est difficile pour l'ego de dire, ben écoute, non, c'est quoi cette affaire-là, je n'ai rien à faire, puis un jour je vais devenir comme intelligent ou conscient. Oui, mais il faut être attentif, il faut être en mode accueil, puis recevoir, assimiler, intégrer, puis ça va se passer. Parce qu'actuellement, là, pour défaire nos nœuds, là, quand on a des blocages, puis quand on suite à des traumas, puis des choses comme ça, des expériences négatives, bien, ça cause de la souffrance dans l'âme. Et quand ça cause de la souffrance dans l'âme, c'est là qu'on a vraiment notre moyen évolutif, donc de brûler cette énergie-là négative et la transférer donc en énergie libre qui va un jour pouvoir nous véhiculer. Alors actuellement, dans l'expérimentation qu'on a, on est avec ce qu'on appelle essai et erreur, trial and error en anglais. C'est sûr qu'on va essayer des choses, puis on va suivre une expérience, puis il y en a, par exemple, qui vont se marier, puis après ça, ils vont divorcer, puis ils vont partir en affaires, puis après ça, ils vont tomber en faillite, puis il y en a qui vont expérimenter des drogues, puis ils vont tomber dans la dépendance, puis après ça, dans des dents incroyables, pour après ça s'en libérer. Il y a des gens qui vont être dans des religions, dans des sectes, qui vont sortir des sectes parce qu'ils sont totalement malheureux, parce qu'ils sont contrôlés par des gourous, des êtres qui leur disent quoi faire, quoi manger, comment être, puis quelle sorte d'amour vivre. Alors, l'expérience de la matière, elle est très positive. Puis, ce qui est difficile actuellement, c'est que la Terre est en quarantaine parce qu'elle est coupée des sources universelles. Puis, sauf les personnes qui sont très intuitives, on est empêché de voir dans ce qu'on appelle l'invisible. On voit juste au niveau des 5 sens, dans le spectre de l'infrarouge à l'ultraviolet. Puis quand on voit dans ce spectre-là, bien, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais il y a des choses qui existent, qu'on ne voit pas, comme les rayons X, les rayons gamma, toutes ces choses-là, l'ultraviolet. Alors, c'est des niveaux de réalité, mais on n'a pas accès. Mais avec certains appareils, on commence à avoir accès. Par exemple, il y a des caméras qui peuvent voir dans le noir parce qu'ils vont être capables de capter le rayonnement des choses. Il y en a qui vont capter le rayonnement de la chaleur. J'ai été dans le camion d'un pompier l'autre fois, puis j'ai mis ma main sur le tableau de bord, puis après ça, il a pris un instrument, puis après ça, on voyait tout le contour de ma main parce que ça laissait une empreinte thermique. Alors, c'est sûr que pour chacun et chacune des personnes qui sont sur la Terre, souvent les gens vont dire il y a plusieurs vérités, puis il y a la vérité avec le grand V. Moi, j'appelle ça la réalité. Dans le mot vérité, c'est le contraire du mot mensonge. Donc la vérité, ça n'existe pas si plusieurs vérités peuvent coexister ensemble puis être différentes. Puis il y en a qui vont dire oui, mais c'est ça la beauté de la chose, on est tous uniques, puis on a tous nos vérités. Oui, mais il y a juste une seule sorte d'état de choses et il y a différents visionnements de cet état de choses-là. Il y a différents paramètres. Par exemple, si je parle de ma main, je peux dire il y a 5 doigts, je peux dire elle est chaude, je peux dire elle est faite de peau, il y a des os, elle est forte, elle est moite. Mais c'est tous des paramètres de ma main, mais ma main, c'est une chose, puis on peut en parler sur différentes fonctions. D'ailleurs, en fin de semaine, il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans une espèce de regroupement fraternel qu'on avait, c'était la fête à quelqu'un, et il m'a dit, c'est quoi pour toi l'amour? Là, j'ai répondu, j'ai dit, la première chose que je peux dire, c'est que je ne vais pas dire pour moi c'est quoi l'amour, je vais dire, moi, je vais vous dire c'est quoi que je décris comme étant l'amour et ma compréhension de ce qu'est l'amour. Ou, quand je dis ma compréhension, c'est la plus objective. Puis j'ai dit que l'amour, ben, c'était comme la colle qui reliait le monde physique au monde éthérique, c'est-à-dire au monde de l'esprit.
Alors, le principe de l'esprit, c'est l'intelligence. Le principe de l'amour, c'est l'âme. Puis le corps physique, ça représente le principe de la consécration de la volonté cosmique qui a créé un univers, donc, et des individus, des consciences. Et quand on est physique, on a une âme, puis notre âme nous aide à nous relier à l'esprit. Alors l'âme, le principe de l'amour, c'est une force cosmique qui fait que lorsqu'on est connecté à cette force-là, on est automatiquement en contact avec toutes les consciences intelligentes dans l'univers et on vibre sur un très haut niveau d'énergie. Et on a à la fois la conscience d'être un et d'être tout. C'est très difficile, j'ai déjà vécu ça quelques fois, moi, dans des états, on pourrait dire altered state, un état altéré, là, mais en fait, l'état altéré, c'est ici, puis quand on est là-dedans, on est dans l'état réel. C'est plutôt ça. Mais c'est ça ma compréhension, moi, de l'amour. Puis c'est drôle parce que toutes les autres personnes ont répondu, puis ont dit, finalement, quelle forme prend l'amour? Quelle expression se traduit en moi? Qu'est-ce que ça me fait l'amour? C'est vibratoire, c'est un échange d'énergie. J'en ai pas eu assez. Je voudrais sa présence. Fait que finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dit c'est quoi l'amour, ils ont dit qu'est-ce que l'amour leur faisait. C'est très différent. Si on peut parler dans ce même langage-là, moi je vais dire c'est quand ma blonde dépose sa tête sur mon épaule, puis qu'on a une étreinte, pour moi c'est ça l'amour. Mais l'amour, c'est plutôt la définition un peu, pas scientifique, mais réelle, d'une énergie qui va lier toutes les consciences intelligentes qui ont la capacité de surfer sur cette énergie-là. Puis l'exemple que j'ai donné à quelqu'un, c'est comme le Gulf Stream, qui est un courant chaud dans l'Atlantique qui va réchauffer les continents. Mais le courant chaud, c'est quasiment comme une artère là, dans le corps physique, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements d'énergie qui se font dans les océans, dans l'océan Atlantique. Et si, exemple, tu es une tortue ou un dauphin et tu veux migrer, tu rentres dans le courant, puis là, tu te fais propulser sans avoir à dépenser d'énergie. Parce que le courant va t'amener là où tu dois aller. Alors, c'est sûr et certain que quand tu es capable de te connecter à l'amour, c'est un peu comme quand un dauphin va rentrer dans le Gulf Stream puis va se promener. Alors, c'est sûr que on peut avoir plusieurs paramètres pour décrire un événement, que ce soit sociologique, poétique, philosophique, arithmétique, émotionnel, social, mais chaque chose est unique et un tout. Et dans le tout, il y a tous ces paramètres différents-là. Donc, les paramètres, souvent, vont être des paramètres qualitatifs ou d'autres vont être des paramètres quantitatifs. Fait que, ce qui est à la mode actuellement, c'est ce qu'on appelle le quantum physique, la physique quantique. La physique quantique, c'est de la physique qui vient juste de déterminer le nombre et la quantité. Mais il y a le mot en latin qualia, qui veut dire la qualité, c'est-à-dire de définir c'est quoi l'essence. Alors, c'est un vecteur qui souvent est oublié. Il y a très peu de scientifiques qui vont travailler avec le mot qualia. Ils vont tout travailler en quantique. Et vu que c'est à la mode, là, je fais des mathématiques quantiques, je fais de la chimie quantique, de la physique quantique. Tout est quantique, comme si c'était une mode. Alors, c'est sûr et certain que quand on parle de l'amour, ça nous a amené dans notre petit atelier à parler de la sexualité, de la pudeur, de la nudité, de l'intimité. Puis là, de ça, on a même parlé le plaisir de l'homme et de la femme dans l'acte d'amour. Donc, la jouissance, l'orgasme, et même des femmes fontaines. Et j'ai parlé à un de mes amis qui s'appelle Jacques Salomé, qui est en France, qui a écrit pas loin de 80 livres, traduits dans 17 langues, sur la psychologie avancée, les relations de couple d'hommes et de femmes. Il a même fait un livre qui s'appelle La femme fontaine. Et c'est un livre qui est très instructif, et lui, il l'a fait grâce au courrier intense de femmes qui ont vécu des expériences et qui ont dit, il y a un non-dit, il y a un tabou là-dedans, et c'est probablement le phénomène le moins connu dans la sexualité humaine, les femmes fontaines. Puis il y en a qui disent que ça n'existe pas, d'autres qui disent que c'est tout des trucages, d'autres qui disent ça m'est arrivé, puis là je ne savais pas ce qui m'arrivait. Alors je vous invite peut-être à ouvrir vos horizons pour aller lire des choses intéressantes. Alors finalement, sur Terre, qu'est-ce qu'on est? Nous autres, on est une expérience de Dieu. On peut dire qu'on est des idées du bon Dieu manifestées dans chacune de nos personnes par la création de nos âmes. Mais Dieu, il ne joue pas au dé, sauf que Dieu, il a fait un médium d'expérience, il nous donne le libre arbitre, c'est la possibilité de choisir, mais d'un autre côté, on se laisse influencer.
Donc, on n'est pas vraiment libre de choisir quand, de tout bord, de tout côté, on est manipulé, dominé puis influencé. Ça me fait penser à une de mes amies qui travaillait à Santé Canada, je crois, et elle devait, au Environnement Canada, il prenait des germes de blé, des épis de blé, puis là, il les croisait ensemble, puis là, il mettait des pucerons dessus, puis il voyait c'est quoi les souches des espèces de blé qui résistaient plus, puis après ça, il croisait le blé de plus en plus fort pour avoir du blé qui va résister à l'envahissement des pucerons lors des sécheresses, etc., pendant la moisson. Et il y en a qui ont tellement bien compris ça qu'avec les OGM, que ce soit Monsanto ou autre, il y a des compagnies qui font des modifications au niveau génétique puis qui vont mettre donc une partie par million donc de venin de cobra ou de venin de tarentule ou de scorpion dans, exemple, du pain pour avoir des organismes modifiés génétiquement, mais qui vont, exemple, faire en sorte qu'une museringue, qui est comme une petite souris là, qui a le nez en chou-fleur, une museringue va sentir, toucher l'épi de blé et pouf, va mourir instantanément parce que les autres sont hyper sensibilisés, exemple, avec ce poison-là. Mais c'est sûr que si on prend, nous autres, des ingrédients qui sont consommés à outrance durant toute notre vie, quand on arrive à 60-70 ans, c'est normal qu'on ait Parkinson, Alzheimer, puis plein d'autres maladies, puis cancer, parce qu'à force d'absorber des maladies, des organismes que le corps physique n'est pas habitué à prendre, bien, je disais à la blague avec mes amis, un jour, il va peut-être avoir des crocs qui vont nous pousser, parce qu'on n'arrête pas de manger des choses qui ont une très, très, très petite dose, un peu comme une dose homéopathique, mais de quelque chose qui est mauvais. D'ailleurs, à ce titre-là, j'étais en vacances l'an passé, ou l'année d'avant, puis il y a un directeur d'une grosse compagnie de boissons gasseuses que je ne nommerai pas, qui font en alternative du jus d'orange pour les enfants, puis que dans le processus, à cause qu'il faut stabiliser une réaction chimique, là, la bouteille dans l'usine est tournée de bord et il introduit donc du poison à rat dans le drink pour les enfants. Alors imaginez les mères de famille, s'ils savaient ça, ils ne seraient pas favorables à donner ce genre de boisson-là à leurs petits-enfants parce qu'ils veulent leur donner quelque chose qui n'est pas juste goûteux, mais qui est nutritif et qui n'est pas du poison à petite dose. Alors, dans mon livre, je reviens à ça, j'ai fait des découvertes majeures, en mathématiques d'ailleurs. Je parle pourquoi les poissons donc ont une queue qui est verticale et puis que les cétacés, les mammifères marins, ont une queue horizontale. J'explique, puis je pense bien que je suis la première personne qui explique où est l'âme et c'est quoi la relation avec le corps physique, puis comment elle est rattachée au corps physique. Et oui, ça a affaire avec le sang, mais l'âme n'est pas dans le sang, mais vous irez lire dans mon livre si ça vous intéresse comment j'explique ça, et c'est très scientifique, et ça va être bientôt prouvable. Un peu comme Einstein, quand il a dit 1 = mc², c'était pas prouvable quand il l'a dit, mais dans les 20 ans qui suivaient, oui, ça a été prouvé. Mais moi, là, ce que j'ai annoncé là-dedans, là, c'est sûr et certain qu'il y a un lien indirect avec le sang et l'âme. Donc, il y a une chose aussi que j'appelle, qui s'appelle la radiation cellulaire, qui est un mécanisme de dispersion et de transfert d'énergie pour augmenter le taux vibratoire, qui s'effectue dans chaque individu en connexion avec sa source, et en même temps, dans la sexualité, il y a un transfert de l'homme vers la femme, qui, elle, va transférer cette énergie-là et la converger, et va créer quelque chose de nouveau qui n'est pas encore arrivé dans l'expérience humaine et qui s'en vient. Alors, comme on dit, le Kundalini, le yin et le yang, tout ça, ça existe. Être feng shui, ça existe. L'énergie tellurique de la Terre, l'énergie solaire, donc pour les fruits, puis pour l'énergie tellurique, c'est les légumes. Bien, tout ça fait en sorte que quand l'ego essaie à tout prix, en faisant exemple du tantrisme, de contrôler le flot d'énergie qui a une directionnalité qui est univoque et qui est unique, bien à ce moment-là, c'est comme l'homme qui intervient dans un processus naturel par bonne volonté, puis ça fait exactement le contraire de ce que ça devrait faire. Alors, vous verrez ça en lisant ce que j'ai écrit. Alors,
c'est sûr que la situation actuelle sur la Terre n'est pas reluisante. Puis à bien des niveaux, le fait que la population mondiale voyage et migre partout fait en sorte qu'on va avoir une Terre qui va être globalisée bientôt, qui, exemple, il n'y aura plus juste, je ne sais pas, des Africains en Afrique ou des Chinois en Chine, mais tout le monde va être tout partout. Puis il va y avoir des Européens qui vont être aux azimuts de la Terre aussi. C'est déjà commencé. Donc, c'est une bonne chose parce on peut arriver à un échange de services et un échange de culturalité, si on veut. Mais dans un autre côté, il y a des cultures qui méprisent les droits de la femme, qui bafouent les droits de l'individu à bien des niveaux, et c'est pas évident d'arriver à un consensus évolutif, conscient, global, parce que c'est l'ego qui run le show. Donc, la Terre n'est pas faite pour supporter 16 milliards d'habitants. Actuellement, la population de la Terre est à peu près 8 milliards. Et peut-être que dans 20-25 ans, c'est avec le taux de croissance, on va être rendu, exemple, à 16 milliards. C'est bien évident que la Terre n'est probablement pas faite pour supporter tant de personnes. Donc, il va y avoir une correction, que ce soit de la pollution, au point de vue énergétique, au niveau des ressources, le basculement des pôles, l'inversion des pôles, le nord magnétique qui n'est plus à la même place par rapport avec le nord réel, ce qu'on appelle la résonance de Schumann qui était supposée être 7,83. D'ailleurs, ça ici, c'est une montre Tesla qui est avec un mécanisme, qui a un brevet d'invention avec des coils de cuivre qui fait en sorte que ça absorbe les ondes de basse fréquence qu'on appelle les ELF, Extremely Low Frequency, et qui les retransfère à 7,83 MHz, qui est la fréquence de résonance de la Terre. Mais actuellement, la résonance de Schumann, dans les derniers 5 ans, a monté à 15, 20, 36. Puis récemment, je me suis fait dire par quelqu'un non vérifié que ça avait approché 100, puis des fois ça redescend. C'est pas naturel que cette résonance-là, qui est augmentée par l'activité donc des micro-ondes, de l'effet de serre, puis toutes ces choses-là, fassent qu'on va être déséquilibré dans une énergie naturelle. Donc, la fonte des calottes polaires, l'ère glaciaire, l'ozone, c'est sûr qu'il y a eu un film là, qui a été fait par Al Gore, qui était très bon, qui parlait des effets réels dans 20 ans. Le film a été fait il y a 10 ans. Alors, il nous reste 10 à 15 ans avant qu'il y ait un gros changement profond. Et puis, c'est pas juste les BPC, les fluorures, puis toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'un jour, il va y avoir des événements, puis on peut appeler ça la fin d'un monde, la fin du monde, mais la fin du monde qu'on connaît ou qui nous a été présenté. Puis, on peut passer donc à un nouveau cycle. En ésotérisme, il dit que c'est la fin de la 5e race, la naissance de la 6e race qui a rapport aux enfants indigo, les enfants cristal, les enfants diamant et compagnie, les enfants téflon, comme dirait mon ami Daniel Kem, qui est décédé il y a à peu près 20 ans. Alors, c'est sûr que les changements qui vont être amenés vont être imposés à l'humanité et ça peut faire en sorte qu'il va y avoir une espèce de folie globale, une peur, une émotivité générative totale par la plupart des gens qui ne sauront pas quoi faire et qui n'auront pas connaissance de ce qui se passe finalement. Alors l'angoisse, le stress et les dépressions vont être de plus en plus gérées peut-être par la chimie des pilules actuellement. C'est peut-être un mal pour un bien, mais il y a toujours des effets secondaires à jouer avec la chimie du corps physique. Tout ce qui est naturel est bon, tout ce qui n'est pas naturel, il faut avoir un trémolo là-dessus. Alors, le fait, comme je disais, qu'il y ait de la récupération du compost, du recyclage, n'empêche pas que l'essence, c'est un carburant qui est désuet, qui devrait être remplacé par l'électricité, mais même l'électricité, on parle plus d'énergie libre, est meilleure, comme ceux qui ont des Tesla, c'est des voitures qui ont des batteries au lithium qui marchent, qui ont un haut rendement, mais c'est une voiture électrique, ça n'a rien à voir avec Tesla, l'inventeur, puis le fait que lui, il disait qu'on était capable de faire une induction d'une énergie libre en surfant sur les surfaces plus légères des électrons autour des compositions des atomes, quand on a certains composites de certains alliages. Alors, cette valeur que cet homme-là est mort, et que finalement le courant
alternatif par rapport au courant continu. C'est pas la bonne théorie qui a été retenue. Dans le temps de Thomas Edison et compagnie, c'était des gros Westinghouse, c'était des gros concurrents à Tesla, puis Tesla, il n'a pas tenu le coup. Puis là, on est prêt avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Mais il y a d'autres technologies qui existent, qui sont maîtrisées par d'autres civilisations, qui appartiennent à d'autres espaces-temps, d'autres endroits dans l'univers, et qui viennent d'ailleurs à notre rencontre, et qui sont là en orbite, en attendant qu'il y ait une masse critique qui soit capable d'autoriser et de tolérer la présence de ces êtres-là sans faire décompenser ou devenir des personnes totalement omnibulées par des phénomènes qui vont en dehors de notre champ de compréhension actuel. Alors, il faut arriver surtout à être centré et à être équilibré. Mais équilibré, je dirais, c'est 2D, puis être centré, c'est comme holographique. Alors, équilibre, ça veut dire être libre à tous les niveaux, mais dans tous les sens, pas juste sur une balance qui marche de gauche à droite, mais c'est par rapport à un point centrique comme une sphère. Alors, c'est un rapport de force. Alors, par rapport à mon livre, naturellement, j'ai investi beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Ça a fait en sorte que j'ai travaillé tellement fort qu'à un moment donné, mon corps n'a pas suivi. Puis là, j'ai subi un événement qui m'a fait que j'ai été comme totalement... j'ai pris de ravin, si on voulait. Puis là, j'ai eu de la misère à tous les niveaux, là, émotif, mental, niveau de couple, au niveau plein de choses. Là, il y a beaucoup de choses qui se sont replacées, mais je suis encore en initiation. D'ici 2 ans, je vais avoir 63 ans, puis j'imagine que je vais connaître la fin de mon initiation, parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est trop souffrant. Puis, si c'est pour amener la conscience, une fois que la conscience elle est acquise, bien, il faut la partager. Alors, si moi, je suis empêché de partager la conscience avec les gens, bien, ce qui est triste, c'est que mon initiation, elle va être au-delà de sa fonction, puis elle va me menotter contre la capacité de parler en public. Alors, ceux qui lisent mon livre en passant, vous allez voir qu'il y a 22 tomes, c'est-à-dire 22 tomes d'à peu près 100 pages dans les livres électroniques. J'en ai fait imprimer quelques-uns papier. Il y a des collections qui existent, 8 tomes de 300 pages, qui est un gros coffret qui est très pesant. J'appelle ça le poids de la connaissance ou du savoir. Et c'est sûr que maintenant, je suis entré à l'écriture du livre numéro 23, qui est un livre qui va être seulement pour personnes très aguerries en recherche et en démarche de conscience élevée, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour la masse. C'est un rapport avec l'individu lui-même et la conscience. D'ailleurs, dans les derniers 5 ans, j'ai réglé beaucoup de choses et j'ai ma mère qui est décédée, puis j'ai eu un événement très unique qui s'est passé avec ma mère après son décès, que j'explique dans mon livre 23, et j'espère être capable d'être sorti ou que je vais en parler en conférence quand ça sera le temps. Mais c'est très, très, très intéressant au niveau réel de vivre l'énergie à un niveau subtil. Et donc, moi, ce que je veux, dans le fond, dans les pouvoirs de la magicienne, c'est expliquer comment se réapproprier nos pouvoirs internes issus de notre lien avec notre conscience, avec ce qu'on appelle l'énergie universelle, la lumière amour ou ce que les gens appellent Dieu. Donc, c'est ma démarche, mon expérience unique, 40 ans d'expérimentation pour donner une compréhension qui a résulté dans l'écriture de ce livre-là. Le fruit donc de ma quête, de mes recherches. Donc, d'où on vient, où on est, où on va, à quoi ça sert tout ça, c'est quoi le but de l'exercice de la création de l'univers. J'ai répondu à certaines questions que pas beaucoup de gens ont répondu et très peu de gens ont répondu de la façon dont moi j'ai répondu, ça c'est sûr. Donc la fin de notre monde, la fin d'un monde, le passage à un nouveau cycle, c'est sûr qu'il y avait le calendrier Maya, puis il y a le cycle indien, il y a l'ère du Kali Yuga. Il y a plein de cycles qui finissent dans leur propre tradition, qui disent que maintenant, dans les années 2010-2020, c'est là que ça va se passer. Alors, il y a beaucoup d'incarnations qui vont se faire parce que l'âme, elle veut s'incarner là où il y a de l'action, puis il va y en avoir de l'action dans les prochains 10-15 ans, ça c'est évident.
Alors, la différence entre la réalité et la vérité, j'en ai parlé un petit peu. Moi, quand je m'adresse, si je ne veux pas influencer sur les gens, je vais parler de la réalité. Et je ne parlerai pas de la vérité, parce que pour moi, la vérité n'existe pas, mais la réalité, elle est toute nue, mais elle est autosuffisante. Alors, je vais parler aussi beaucoup de psychologie de façon traditionnelle, mais de façon vibratoire. Parce que si on regarde les choses, la colère de l'esprit, c'est une chose, puis la colère émotionnelle, c'est une autre chose. La peur de l'ego, c'est une chose, puis dans l'esprit, est-ce qu'on peut avoir la peur ou est-ce que l'esprit ne va pas nous mener à fracasser le doute qui va nous donner libre cours à la communion et le contact avec notre esprit? Ce qu'on peut appeler notre double éthérique ou notre surconscience, notre ange gardien. Appelez-le comme vous voulez. Ce sont des formes qui doivent être détruites un jour. Alors, je parle beaucoup du monde de la pensée. C'est quoi une pensée? C'est quoi une idée? C'est quoi une forme de pensée? Est-ce que ça a une consistance? Est-ce que ça a une masse? Est-ce que... Comment fonctionne le phénomène mémoriel? Alors, je parle aussi beaucoup du phénomène de la construction de notre corps, le corps, l'âme et l'esprit, en anglais body, mind and soul, body, soul and mind. C'est sûr qu'on est fait de principes énergétiques qui sont là pas pour rien, puis que lorsqu'on les fait vibrer dans le bon rayonnement, il y a des choses qui se passent et il y a des caractéristiques donc qu'on peut afficher qui n'étaient pas là auparavant. Je parle beaucoup aussi des émotions. C'est quoi une émotion? Hein, on va dire un feeling. Feeling, ça veut dire c'est ce que tu ressens dedans, le ressentiment. Un sentiment, c'est ce que tu sens à l'intérieur. Mais une émotion, c'est une réaction à une stimulation extérieure qui va se vivre au niveau des centres d'énergie, le plexus solaire, ces choses-là. Puis, je parle des émotions négatives, des émotions positives. Puis l'émotion positive, la plus positive que je peux penser, c'est l'amour. Mais l'amour n'est pas une émotion. Et comme disait dans le film Dan dans la vraie vie, avec Steve Carell, ça dit l'amour n'est pas une émotion, c'est une habilité. Love is not an emotion, it's an ability. Steve Carell, pardon. Alors, je parle donc de la mort, la réincarnation, le processus réincarnationnel. C'est quoi qui se réincarne? C'est-tu l'âme? C'est-tu l'esprit? C'est-tu l'ego? Comment ça fonctionne tout ça? C'est sûr, je me suis fait des modèles qui correspondent à ma compréhension, puis ça, j'essaie de partager ça avec les gens qui sont rendus dans leur vie. Et ça explique un paquet de phénomènes de gens qui vivent toutes sortes de choses. Et j'explique aussi pourquoi donc la création, la loi de la création, la loi de la création de l'univers et où ça va aller. Donc je parle beaucoup des cycles et des scénarios potentiels donc de la fin d'un monde, quelle forme ça pourrait prendre. Et c'est peut-être un mix de un peu tout ce que j'ai énuméré là, dans un des bouquins. Et je dis aussi c'est quoi être un apprenti sage qui fait l'apprentissage de la vie. Donc un apprenti sorcier, comme dans le film de Walt Disney, ben un jour, le magicien, qui est un wizard en anglais, The Wizard of Oz, le magicien en nous, va faire en sorte qu'on va apprendre, puis quand l'apprentissage va être fini, on va devenir un magicien réel, en action, puis sur Terre, dans 20-30 ans, on va pouvoir voir ce qu'on appelle la magie cérémoniale des Melchisédek, qui sont, dans ma conscience, des êtres omnipotentiels, omnipotents, omniprésents, et qui sont en dehors du monde astral et qui sont à la source donc de la création des mondes et de ce qu'on appelle le contact avec les archanges, les anges, les chérubins. Tout ce folklore-là existe, mais vu d'un point de vue réel, non scientifique, mais plutôt conscient, ça devient quelque chose d'autre. Mais il faut faire attention quand on en parle parce qu'il ne faut pas créer des formes. Sinon, ce qu'on va dire va donner de la connaissance pour d'autres personnes qui ne comprendront pas l'information, puis ils vont juste le répéter sans savoir pourquoi. Alors, tous les phénomènes paranormaux, j'en énumère à peu près une vingtaine, puis j'explique vraiment c'est quoi le phénomène ovni dans ma compréhension, avec mon expérience, c'est quoi le phénomène de télétransportation, c'est quoi le phénomène de combustion instantanée, c'est quoi le phénomène des anges, l'effet Kirlian, toutes ces choses-là. Alors,
c'est sûr que je vais parler aussi donc les notions de l'avenir. Les notions de l'avenir, c'est qu'est-ce qui va arriver, comment le genre humain va agir, puis ça va être quoi sa quête de l'investigation de l'infiniment petit au niveau cellulaire et l'investigation de l'infiniment grand au niveau cosmique en rapport avec travailler avec des êtres de d'autres dimensions, autant qui sont à l'intérieur de la Terre, dans d'autres dimensions d'énergie plus subtiles, autant qui sont à l'extérieur de la Terre, dans d'autres systèmes solaires, dans notre galaxie et même dans d'autres galaxies qui font partie de notre univers local. Alors, je parle de mes expériences personnelles parce que c'est important pour moi qu'il y ait un fil conducteur qui va expliquer c'est quoi telle chose, c'est quoi un voyage astral, c'est quoi tous les phénomènes qui existent donc par rapport à la parapsychologie. Moi, j'en ai vécu beaucoup. Et comme j'en ai vécu beaucoup, ben, j'explique à mon niveau à moi, avec mon niveau de sensibilité, de sensitivité, comment est-ce que j'ai réussi à démêler ça. Et j'explique même c'est quoi la présence d'un ange. Puis ça me fait penser aux poupées Marouchka, une grosse poupée avec une plus petite, une plus petite, une plus petite. Mais ce que les gens appellent les anges, ça n'a pas d'ailes, mais ça a des champs de force autour, que si tu regardes vite, ça a l'air des ailes. Puis comme cet être-là défie la gravité, bien, ça ressemble à des ailes qui permettent de voler, mais ça n'a rien à voir. C'est plutôt un être qui n'est pas sujet à la gravité planétaire à cause de la conscience qu'il véhicule, mais il se projette sa conscience dans des champs de force. Alors, tout peut s'expliquer, mais quand tu comprends ça, bien, les films que tu fais vont être différents des films qui sont faits actuellement parce que ça marche toujours avec la compréhension des scénaristes puis des scientifiques puis qu'est-ce qui est disponible sur le marché. Alors, c'est sûr que toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai un phénomène qui explique qu'est-ce que j'ai vécu. Puis il y a un autre chapitre, un autre livre qui dit qu'est-ce que ça m'a donné, qu'est-ce que ça m'a fait comprendre, puis à quoi ça a servi pour moi de vivre cette expérience-là. Donc, ça m'a amené, mon chapitre 19, mon livre 19, là, les préceptes d'intelligence. Alors, tout est important, mais rien n'est important. Il y a toujours les deux envers de la médaille en même temps. Alors, je vous en donne quelques-uns, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans le fond, quand on est dans l'esprit, on peut servir des deux côtés, de l'anode et de la cathode, du positif et du négatif en même temps, puis on devient quelqu'un de plus complet ou global. Et naturellement, c'est sûr que moi, dans mon histoire personnelle, j'ai eu accès à lire peut-être, je ne sais pas, 1 millier de livres, là, je donne un chiffre en l'air, puis à peu près entre 100 et 200 livres que je vais relater, que je vais expliquer, et je vais dire qu'est-ce que ça couvre comme sujet. Et naturellement, je vais parler des auteurs qui ont écrit ces livres-là dans les derniers 100 ans, ou même il y a 2000 ans, parce que tous les apôtres qui ont écrit la Bible, puis les Épîtres, etc. Mais moi, j'explique ma compréhension, puis quand quelqu'un a saisi ou a cerné quelque chose de bon, que ce soit Wayne Dwyer ou Deepak Chopra, ou tous ces gens-là, ou Eckhart Tolle, quand quelqu'un dit quelque chose d'intelligent, Greg Braden, il y a beaucoup d'auteurs qui existent, ben, que ce soit Guy Corneau, pour plus au niveau local québécois, ben, c'est évident que je relate les éléments, les substrats essentiels que j'ai mis moi dans mon petit bagage pour me permettre d'avoir la conscience globale que j'ai actuellement, que j'appelle la conscience pure et qui est au-delà du supramental, comme je disais au début, parce que le supramental, c'est une forme, mais il faut dépasser cette forme-là, puis il ne faut plus qu'il y ait d'ajusteurs de pensée, de périsprit, puis de toutes ces choses-là qui sont des formes que Bernard de Montréal a utilisées pour véhiculer des énergies à travers la parole, parce qu'il faut qu'on se parle avec des mots, puis un jour, tout va être vibratoire et tout va être beaucoup plus télépathique. D'ailleurs, à cet effet-là, dans le dernier film, ou l'avant-dernier film de Denis Villeneuve, là, qui est Premier Contact, ou Arrival en anglais, on voit Amy Adams, une actrice américaine, qui essaie de communiquer avec un langage sourd-muet, avec des écriteaux, avec des extraterrestres, puis qui essaie de parler avec eux autres en disant « Moi, puis Louise, toi, c'est quoi ton nom? » Je m'excuse, là, ceux qui ont conquis le rapport de l'énergie et de la physicalité, qui peuvent voyager ou se déplacer plutôt que voyager dans des grands espaces interdimensionnels, sont capables de communiquer télépathiquement avec nous autres, puis ils vont être capables de lire notre pensée sans avoir à ce qu'on se parle. Et à ce titre-là, ça ressemble plus un peu au film Indépendance Day,
le jour de l'indépendance, quand à un moment donné, il y a un extraterrestre qui ressemble à une pieuvre, elle aussi, puis qui n'est pas tellement bénéfique pour le genre humain et qui rentre dans la psyché du président des États-Unis, puis qui essaie d'y faire sauter les plombs, ben, ça va plutôt ressembler à ça, mais sauf que ceux qui vont venir ici, ce ne sera pas des mauvais extraterrestres, ce sera nos grands frères, ce sera ceux qui ont conquis l'intelligence et le rapport de l'énergie, donc dans la matière, et qui vont être à l'affût de communiquer avec des êtres qui vont avoir conquis, eux, l'amour cosmique par leur âme. Parce que les extraterrestres ne sont pas sexués en passant. Ils ont des corps psychiques et non pas physiques. C'est beaucoup plus friable et ça se contient mieux dans un champ de force comme un véhicule de lumière. Et donc, c'est pas sexué. Et les extraterrestres ne sont pas physicalisés comme on pense. Et ils n'ont pas accès au principe de l'amour, parce que quand ils vont avoir accès au principe de l'amour, nous autres, les êtres connectés, fusionnés avec l'essence de notre esprit par notre âme, on va être capable dans notre globalité de rayonner cet amour-là envers eux, puis eux vont subir des changements qui vont faire qu'on va rester à l'essence d'une nouvelle race extraterrestre dans plusieurs milliers d'années, lorsque cet échange-là va être fait, et que ça va même avoir un rebondissement sur les Melchisédek dans l'éternité, qui est très très peu peuplée, parce que les êtres parfaits sont à peu près absents de l'existence. C'est un peu comme dans le film Kurt Russell qui joue le rôle d'un esprit pur, parfait, dans un des derniers films là, les héros de la galaxie, là, ou les gardiens de la galaxie. Mais sauf que quand tu es rendu à ce niveau-là, tu ne peux pas être négatif, tu peux juste être global, mais tu peux te servir de la polarité pour agir dans l'action. Alors, si ce que je vous ai dit, ça vous intéresse, vous allez voir, il y a une centaine de films aussi que je relate dans mon livre et que j'explique que dans tel film, telle scène correspond à ma définition de telle chose, où ça a bien été imagé, etc. Alors, c'est sûr que ce livre-là va être un livre de référence totale, va être un livre donc où les gens vont pouvoir dire j'ai lu quelque chose, puis là j'ai vécu une expérience, et là j'ai pas développé une attitude, j'ai pas fait une réaction négative, je suis resté neutre, j'ai absorbé l'information, l'énergie, et ça a fait grandir ma conscience. Moi, c'est ça que je veux faire finalement. Donc, c'est ironique parce que, comme je dis, tout le monde va avoir la lumière, puis quand elle se présente à eux, ils ont de la misère à la recevoir. C'est parce que les gens ont trop d'attitudes, trop de comportements, d'attentes, d'espérances, de conditionnement. Et la société, les religions, les sciences, les dogmes, les idéologistes vont tout faire en sorte qu'on n'est pas capable d'intégrer cette énergie-là. Alors, c'est sûr et certain que quand notre bien-être est fondé sur une panoplie de valeurs qui sont ébranlées parce que dans le fond la fondation n'est pas stable et le sol est meuble, c'est-à-dire qu'il peut se dérober sous nos pieds, c'est évident que tout est rebrassé. Et si vous donnez un coup de pied sur une nid de guêpe, vous allez voir qu'il va y avoir une activité effervescente qui va vous peut-être déstabiliser. J'espère qu'il y a un lac pas loin où vous allez pouvoir vous cacher en attendant que les guêpes ou les abeilles ne vous attaquent pas. Donc l'humanité, l'homme et la femme, vont avoir cette nouvelle conscience dans les prochaines décennies, les nouveaux siècles et les nouveaux millénaires. Mais c'est quelque chose à long terme et le temps n'existe pas. Donc, comme le temps n'existe pas pour les entités qui sont à l'origine de notre présence sur la Terre, 100 ans, c'est rien pour eux autres. Alors, il faut être patient, puis il ne faut pas aller à l'affût d'eux. Il faut faire les choses qui sont concrètes, se bâtir son petit nid dans cette plaine. La Terre est une plaine, mais où il va y avoir de plus en plus de déstabilisation pour toutes sortes de raisons. Parce que, avec tous les mouvements d'énergie qui existent actuellement, il va y avoir une correction naturelle par ce qu'on appelle Mère Nature, Mother Nature, mais qui finalement, Gaïa, l'esprit de la Terre a une identité qui est régie par beaucoup de conscience. Mais la Terre va réagir à l'envahissement de l'être humain, qui sont les unités carboniques qui sont à l'origine du problème. D'ailleurs, dans tous les films de science-fiction où il y a de l'intelligence artificielle, il en vient toujours à la conclusion que le problème, ce n'est pas les machines, c'est les unités carboniques, nous autres, les humains.
parce qu'on est prédisible dans un sens, mais on ne peut pas prédire qu'est-ce qu'on va faire d'un autre sens, parce que anything goes. Alors, moi, dans ce mouvement-là, je sais que quand la masse critique va être arrivée, de gens, pas qui vont avoir nécessairement vu mon vidéo ou mes livres, là, mais de gens qui vont partout sur la Terre avoir eu accès à de la conscience, vont faire qu'il va y avoir un égrégore de conscience. Moi, j'appelle ça, c'est comme le Skynet, là, mais ça va être le Skynet de la conscience. Puis, ça va fonctionner télépathiquement. Puis, à un moment donné, il va y avoir l'ouverture du troisième œil chez plusieurs personnes en même temps qui vont être capables de voir dans l'invisible et se communiquer entre eux autres à distance. Et à ce moment-là, quand on va voir ce qu'il y a derrière la matière, les fibres de la matière, mais pas au niveau des électrons, des neutrons, des protons, mais plutôt des entités dans le monde invisible qui nous influent malgré nous. Puis ceux qui ne sont pas conscients de ça, on les appelle les êtres inconscients. Et là-dedans, il y a beaucoup de scientifiques. Et quand on va devenir conscient, puis on va être conscient du degré de manipulation, d'interférence et de domination, et qu'on va devenir comme un roc de Gibraltar, bien on va être impervious, ça veut dire imperméable au flot d'énergie qui va vouloir nous contaminer. Imaginez comment est-ce qu'on réagit au compteur intelligent, puis à la nouvelle téléphonie, le sans fil, les iPhone 8, puis toutes ces affaires-là, qui font que certaines personnes sont électrosensibles. Imaginez la sensibilité de quelqu'un, on réagit juste aux légères variations d'ondes de très basse fréquence. Imaginez comment est-ce qu'on peut être agacé, piraté dans notre esprit par des mondes invisibles dont on n'a même pas conscience et qui, eux, ont comme fonction de nous envoyer ce qu'on appelle des spyware, puis des microbes informatiques, puis toutes sortes de choses dans nos propres réseaux intérieurs pour pervertir la compréhension globale de l'être humain puis l'empêcher d'avoir accès à son plein potentiel. C'est quasiment comme les crimes de guerre, c'est quasiment impardonnable. C'est pour ça que je reviens à Bernard de Montréal, qui n'était pas mon idole par exemple, mais qui était un être très évolué et très contacté par une haute source d'énergie en dehors du monde astral. Je comprends pourquoi sa colère, qui matchait dans la Bible la colère du Christ dans le temple quand il s'est rendu compte qu'il vendait des babioles plutôt que de faire des prières. Bien, c'est un peu la même colère, mais la colère de l'esprit n'a rien à voir avec la colère de l'émotion. C'est une colère vibratoire qui fait que la frustration de l'esprit de voir le manque de compréhension ou de l'incompréhension qui résulte de l'inconscience humaine fait déborder la casserole, si on veut. Alors, c'est sûr et certain que moi, avec cette vidéo-là, j'espère qu'il connaîtra le succès qu'il aura à connaître, mais il y a des gens qui vont dire, le gars il parle dans le beurre, il y a des gens qui vont dire, c'est intéressant, mais c'est pas prouvable, puis il y a des gens qui vont dire, il y a le ton vibratoire, il y a le taux vibratoire, puis quand il parle, c'est avec esprit, puis c'est articulé. Alors, j'essaie de ne pas être trop monotone ou monochrome dans mon discours, mais ce que j'essaie d'envoyer, c'est une énergie qui va se transférer, puis une fois qu'elle est plantée, implantée dans l'âme et l'esprit de quelqu'un, elle ne peut que germer. Et lorsqu'elle va germer, bien, ça va donner suite à toutes sortes de choses. Puis une fois qu'on a accès à la réalité, puis une fois qu'on a compris quelque chose, on ne peut plus l'oublier, on ne peut plus le comprendre. C'est de l'acquis. C'est comme un bouillier chinois, là. La petite bille est rendue là, puis elle reste là pour toujours, forever. Fait que, moi, dans le fond, ce que j'ai dit ici, là, on va passer à une prochaine étape de l'évolution qui va être une alliance terrestre avec des êtres qui ne sont pas d'ici, qui vont nous permettre d'accéder rapidement à un autre statut, un autre état d'évolutif de la planète, puis qu'on va pouvoir travailler à investiguer l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et aussi, ça ne sera pas un échange de culture, mais ça va être un échange énergétique et un échange d'informations pour créer ce qu'on appelle une confédération planétaire, stellaire, interplanétaire, appelez-les comme vous voulez, là, mais ça va se former et ça n'existe pas actuellement parce que la Terre n'est pas inclue dans cette
fédération-là parce qu'elle n'a pas encore atteint son statut de planète libre, non expérimentale. Mais quand on va arriver, là, et ça va arriver dans les prochaines années, ben là, tout le monde, ceux qui vont rester, parce qu'une grande partie va quitter, une grande partie va aller dans l'astral, une grande partie va aller sur d'autres mondes habités, dans d'autres systèmes planétaires et solaires, bien à ce moment-là, éventuellement, on va assister à la naissance d'un nouvel univers. Et l'univers, c'est pas stagnant, c'est pas fixe, c'est infini dans le sens que l'énergie se renouvelle de façon infinie et autant la vie veut coloniser tous les milieux au niveau terrestre dans la nature, autant la vie éthérique, la vie de l'esprit veut coloniser toutes les sphères et dimensions d'être-té entre le monde physique et le monde éthérique. Donc, c'est sûr qu'on va atteindre ce qu'on appelle un état de sublimation. Et je rappelle aux gens que la sublimation, c'est passer de l'état physique à gazeux et en bypassant l'état liquide. Un peu comme de la glace carbonique, de la neige carbonique, quand ils font dans les show rock, ils mettent du CO2, mais c'est solide quand c'est très très froid. Et quand ça se réchauffe, ça ne perd pas son temps à devenir liquide, puis après ça, comme de l'eau en ébullition, puis devenir gazeux. Ça passe de solide à gazeux sans devenir liquide. C'est pour ça que ça fait de la vapeur, puis comme des nuages. Alors ça, c'est ça qu'on va voir. Puis l'expérimentation de toutes les formes de la troisième dimensionnalité, physique, l'astral et l'éthérique, sans aucune restriction, ni l'éloignement, ni les radiations, ni le magnétisme, ni même la gravité. Parce qu'actuellement, tout ce qui est physicalisé est sujet à la gravité, que ce soit d'une planète, que ce soit d'une étoile, comme le Soleil, ou que ce soit d'une galaxie comme la Voie lactée, ou que ce soit un univers comme l'univers local qui a un certain nom, puis le prochain univers à côté, il s'appelle M5, là, ben là, c'est tout ça. Alors, on va atteindre un nouveau niveau d'être-té, jamais atteint, puis on va être content de faire partie de ça, ceux qui vont l'être, puis éventuellement, tout le monde va l'être, parce que si des gens n'ont pas le taux vibratoire suffisant pour être capable de réellement tolérer le niveau vibratoire qui va être en place dans les prochaines années, à ce moment-là, la personne va partir, mais dans son processus réincarnationnel, va aller dans un astral quelconque pour revenir physiquement, donc avoir un corps physique qui lui permet de connaître la fusion pour connaître la sublimation de l'esprit et devenir un esprit pur, éventuellement libre de la matière et de la gravité. Donc, le but d'une recréation, c'est pas d'être en récréation, mais être en recréation. C'est l'univers qui va se recréer. C'est comme un artiste peintre qui fait un premier jet, puis qu'après ça, par-dessus la même toile, va réussir à faire un autre jet, un autre esquisse encore mieux, et qui va être plus parfaite, qui va être plus perfectionné. C'est ça le but de l'univers, c'est ça le but du bon Dieu ou de l'énergie universelle, par l'intermédiaire de ce représentant, nous, les émissaires de l'énergie, qui vont véhiculer l'intelligence cosmique, l'amour cosmique et la volonté cosmique. Alors ça veut dire que tout ce qu'on va faire, ça va être pure intelligence, englobé d'un amour total, rayonnant, dans le but de recréer quelque chose de sublime. Donc, grâce à l'expérience qui était absente lors de la première création, ce qu'on appelle les esprits de la forme, les Melchizedek qui sont responsables de la création, vont réussir donc à faire un univers d'effluve d'énergie non sujet à la gravité et qui vont être une forme de colonisation, donc une émanation énergétique pour le simple plaisir de la création et de l'utilisation de toute forme quelconque pour la joie réelle, l'enthousiasme. Enthousiasme, en passant, ça veut dire Dieu en soi, en grec. Enthusiast. Okay? Alors, quand Dieu est en nous,
on a le rayonnement et la joie et l'amour et tout vient avec. Mais en attendant, on assiste à une restructuration totale et ça me fait penser un petit peu à la chenille qui devient la chrysalide, qui fait un cocon, il y a une nécrose, il y a une reconfiguration au niveau atomique qui se fait et de là va naître un papillon qui est totalement différemment du mille-pattes ou de la chenille qui, elle est cloîtrée au sol, tandis que le papillon, lui, va déployer ses ailes et il va être capable donc de voler dans l'air pour collecter le nectar des fleurs et donc va contribuer donc à l'épanouissement du monde floral. Donc, nous autres, on a un grand destin, les êtres humains, mais c'est pas demain la veille, mais ça s'en vient, puis avec des gens comme ceux qui écoutent actuellement cette vidéo et qui comprennent la profondeur de l'essence du message, bien, c'est sûr et certain que va s'établir une espèce de réseau planétaire de gens conscients qui, par ricochet, par rebound, vont avoir essayé telle chose, et un jour, tous les chemins mènent à Rome, je finis comme ce que je disais, mais un jour, ça va faire boule de neige et ça va faire en sorte qu'on va assister à la naissance d'une nouvelle civilisation pour le bénéfice et le bien-être de tous. Alors, je ne sais pas, il y a combien de personnes qui sont capables de parler 2 heures sans arrêt, sans se reprendre, juste en étant en contact avec le fil de son esprit, même si des fois il y a des petites interférences, parce que pendant que je vous parlais, dans le confort de mon salon, en même temps, il y a des voitures qui passent sur la route et j'ai oublié de fermer les volets de mes fenêtres, donc des fois je les entends, des fois je les vois. Et il y a même mon chat qui est venu gratter dans la fenêtre, puis qui est venu me dire « Vas-tu me laisser rentrer ?» Il y a à peu près 15-20 minutes. Je ne sais pas si ça va paraître sur la bande sonore, mais c'est pas grave. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que je sais que j'ai une fonction, que j'ai une capacité, une faculté, un quand même grand talent pour le qualifier, mais dans mon humilité, j'ai beaucoup de gratitude parce que la compréhension que j'ai et ce que j'ai à partager avec les gens au niveau de l'amour, de l'esprit, de la science, de la sexualité, mon entendement et mon raisonnement qui est la réunion de la fusion du cerveau gauche et du cerveau droit pour devenir un cerveau éthérique, c'est pas commun qu'on trouve ça. Moi, j'en ai rencontré quelques êtres uniques qui ont cette faculté-là, qui ont cette capacité-là. À mon niveau, à moi, c'est un peu plus rare. Mais moi, c'est pas une question de me mettre sur le stand ou quelque chose du genre. C'est juste une question de dire, j'ai reçu un cadeau, je me dois de le partager. C'est comme Einstein, quand il a découvert que E égale MC carré, là, même si c'est basé sur la loi de quelqu'un d'autre qui avait fait des travaux avant lui, etc., c'est pas mené de même tout seul. Il y en avait d'autres scientifiques qui parlaient un petit peu dans ce sens-là avant lui. Mais lui, c'était le premier qui l'a comme verbalisé et qui a fait sa démonstration. Mais quand tu as compris ça, tu te fais un devoir de le partager avec ceux qui peuvent comprendre. Pourtant, Einstein, quand il a parlé de ça, puis je pense que c'était en 1920 ou à peu près, on a ri de lui. Il a été la risée du monde scientifique, puis on a dit qu'il était fou. Puis quand ils ont prouvé ça avec l'horloge atomique au plutonium, en mettant un hélicoptère dans les airs, puis avec une autre horloge qui était synchronisée, qui était au sol, puis celle qui a été dans les airs, puis qu'elle a été moins affectée par le temps que celle qui était au sol. Puis là, il y avait des différences de millisecondes entre les deux horloges qui disaient que c'est impossible, ils ont été synchronisés, ils ne peuvent pas avoir de différence, sauf si le temps est relatif, parce que quand tu es dans l'air, puis l'autre qui subit la rotation terrestre, il y a une différence dans le mouvement d'énergie. Donc, tout est relatif. Donc, l'histoire de la relativité d'Einstein, c'est un peu ça. Mais oui, tout est relatif, mais dans un certain sens, quand on est en dehors du paramètre subjectif, tout n'est pas relatif, tout est en relation. Et là, à ce moment-là, ce qui semble relatif ici peut être uni par un PPCM, c'est-à-dire un plus petit commun dénominateur, ou plus petit commun multiple, pardon. Et c'est ça. Donc, quand
on a la conjugaison de tous les paramètres d'un état de fait. L'être humain, il n'a rien à faire, mais il a tout à être. Alors, quand ça va se produire, on va assister à des nouvelles inventions. Puis quand on dit nouvelles inventions, ils existent déjà, c'est juste qu'ils sont dans un monde où les gens n'ont pas eu accès, puis n'ont pas été capables de capturer l'énergie, puis de la faire descendre ici, puis de la matérialiser. Parce qu'il n'y a personne qui n'invente rien, tout est déjà inventé. Mais ça, c'est une autre façon de le voir. C'est comme la musique, elle existe. Puis, exemple, la continuation de la musique des Beatles, elle existe en quelque part dans un plan astral, où si un musicien très sensible est capable de se connecter avec la même énergie que les Beatles avaient, il serait capable d'aller prendre la prochaine chanson que les Beatles auraient composée s'ils ne s'étaient pas dissous, exemple, en 1970 ou à peu près. Il y avait un groupe d'ailleurs qui s'appelait Klaatu, qui avait fait de la musique très, très, très similaire. Parce qu'il y en a qui ont ce don-là, mais c'est jamais l'original, c'est une copie. Mais une copie conforme, identique, semble en apparence être comme, mais n'est pas parce que l'unicité de l'originalité appartient au concept original. Donc là-dessus, je vous dis que mon livre il est en traduction actuellement en anglais. The Wizard of Oz, il est accessible en livre e-book, donc avec Amazon. Si vous allez voir Osmora, le livre est là. Français au complet, anglais quelques livres, et j'ai même commencé en espagnol. Et j'ai dépensé 40 ans de ma vie à faire ça, et je vais continuer jusqu'à temps que je ne sois plus capable, parce que pour moi, c'est important de partager mes découvertes, la compréhension que j'ai, pas parce que j'ai raison, pas parce que je suis seul d'avoir compris, parce que ça fait partie de mon mandat de partager ce qui appartient au réel et que j'ai intégré, assimilé ou réalisé. Mais cette réalité-là ne m'appartient pas. Je peux juste verbaliser dessus, je peux l'expliquer. Puis si quelqu'un dit c'est ton opinion, je vais dire non, c'est pas mon opinion, c'est la réalité, c'est ce que je suis capable de capter, un peu comme Prométhée dans la légende grecque, qui arrache le feu sacré des dieux de l'Olympe, puis l'amène sur la terre. Ben, sa punition, ça a été qu'il se fasse attacher à une roche, qu'il se fasse déforer le foie tous les jours, puis le foie, il repousse de fois en fois. Puis, c'était un grand châtiment pour lui, parce qu'il n'était pas supposé. Mais moi, je suis un peu comme Prométhée, et je vous fais la promesse que je vais faire de mon mieux, et promettez-moi que vous allez faire la même chose, c'est que l'esprit, c'est fait pour être partagé, communiqué, irradié, parce que dans l'esprit, il y a l'intelligence, il y a l'amour, et il y a la volonté de changer ce qui est changeable et ce qui a à être changé. Alors, quand vous avez compris ça, vous vous faites un devoir de partager par une vidéo, par un audio, par un livre, par un film, par la musique. J'ai écrit un petit peu de musique. Je vais travailler sur la base d'un scénario de film. Puis c'est sûr que le film que je vais faire, si ça dure 2 heures, c'est une affaire. Si c'est une série de 20 heures, c'est une autre affaire. Mais juste les expériences qui me sont arrivées dans mon chapitre 17, mon volume 17, c'est sûr que juste ça, ça pourrait faire l'objet d'une série de 20 films de 1 heure. Juste ça. Fait qu'imaginez le reste. Alors, j'espère juste, moi, dans mon espoir humain d'ego, parce que je ne suis pas conscient à 100%, même si je suis très conscient, j'espère que ça va bien se passer pour moi, puis que mon initiation va finir, puis que dans le processus, je vais me trouver des amis, des alliés, des compagnons d'armes, des gens, parce qu'il y a une bataille réelle entre le bien et le mal, puis la bataille, c'est l'enjeu des âmes, puis le bon Dieu contre Lucifer, là, c'est beaucoup plus réel et tangible que vous pourriez penser. Sérieusement, parce que dans la forme, tout ce qui n'est pas dans les terres est en dehors d'eux et une force diamétralement opposée à l'énergie de bénéficence qui existe dans le monde éthérique. Donc, dans la matière, l'anode et la cathode sont nécessaires pour avoir une polarité, pour avoir un transfert de courant d'énergie. C'est la même chose. Jésus, c'était Joshua, puis il y avait Yehuda qui était Judas. Bien, Judas, il était nécessaire à la présence de Jésus. Puis là, je fais une petite référence biblique, pas parce que je suis très
chrétien, je suis probablement le plus chrétien des chrétiens et le plus christique des êtres qui croient au Christ. Parce que moi, je vais dire, j'y crois pas, je le sais, et je peux même expliquer la raison et la fonction. Et quand ça arrive, ben à ce moment-là, il y a une neutralité qui s'installe, mais qui est plus forte que les points de vue uniques. Puis ça, je vais finir avec ça, on appelle ça du gestaltisme. Gestalt était un Allemand, puis qui disait que la somme du tout est supérieure à la somme des unités. Puis 1 plus 1 égale 3. Pourquoi? Parce que dans 1 plus 1 égale 3, exemple, on parle de 2 personnes, il va y avoir toi, moi, nous. Ça va être 3 affaires, pourtant on est juste 2. Mais l'autre personne et moi, ça ensemble, ça crée une autre personnalité, qui est la symbiose des deux. Donc, il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, qui vont dire il dit n'importe quoi, il y en a d'autres qui vont dire c'est intéressant, puis d'autres qui vont dire je le suis sur son fil, je vais m'intéresser à son matériel, puis il y a d'autres personnes aussi, puis éventuellement peut-être qu'on sera en contact, puis éventuellement peut-être qu'on travaillera ensemble, puis éventuellement peut-être qu'on va œuvrer ensemble. Parce que quand tu œuvres, tu travailles créativement, mais ce n'est pas du travail, parce que tu fais ce pourquoi tu es né et ce pourquoi tu as été créé et ce que tu es supposé faire. Alors moi, dans ma vie, j'ai été plein de choses. J'ai été notaire, j'ai été courtier en immeuble, j'ai été développeur immobilier. Et le monde des affaires, je me suis rendu compte par la suite que c'était un monde qui n'était peut-être pas pour moi parce qu'en affaires, il n'y a pas d'amis. Puis en affaires, il y a plein de requins. Puis le renard et le corbeau de La Fontaine, c'est bon. Puis d'ailleurs, je vais finir, ça fait 3 fois que je dis que je vais finir, mais là, je finis que celle-là. Toutes les fables de La Fontaine, la grenouille et le bœuf, le renard et le corbeau, le chèvre et le chou, le roseau et le chêne, ce sont tous, le lièvre et la tortue, ce sont tous des fables qui sont très véridiques, ça c'est le mot que j'emploie, mais la réalité qui dépend en arrière de ça a été saisie par un grand philosophe français. Et si tu enseignais juste cette base-là à n'importe quel de tes enfants ou de tes amis, la personne aurait de la méfiance et de la prudence dans la vie, ce qu'il faut avoir de façon absolue, parce que comme c'est une guerre d'ego, les bons se font manger la laine sur le dos, puis des coups de couteau dans le dos, c'est des coups en bas de la ceinture, toute cette affaire-là, là, il y en a plein, ça pleut. Pourquoi? Parce que c'est me, myself and I, c'est tous pour un pour tous, mais c'est tous pour un, chacun pour soi. Actuellement, c'est ça qu'on est. On est loin d'être comme D'Artagnan et les mousquetaires. Alors, soyez un mousquetaire de l'esprit et utilisez votre pistolet personnel pour tirer les vers du nez à l'esprit. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Puis, j'espère que ça va faire au moins 2 heures, puis que je vais faire probablement deux cassettes d'1 heure, là, parce que d'un seul coup, ça fait beaucoup à intégrer. Puis, quand je parle, si vous voulez mettre à pause, parce qu'il y a trop de stock, vous me mettez à pause. Mais j'espère que je vous ai donné juste l'intérêt pour aller lire juste la table des matières de mon livre. La table des matières a 36 pages. Ça prend 1h15 à lire la table des matières. Complète, bien intégrée. Puis juste là, vous allez avoir une photo globale, holographique de l'ensemble de ce qui est couvert par les sujets traités dans mon encyclopédie, puis en même temps par le genre de conscience qui m'abrite. Et pourquoi j'ai ce feu-là et cette passion-là de le partager. Parce que ça doit se faire. Et ça se fait. Alors là-dessus, je vous souhaite bonne continuité et bonne lecture. C'était Michel Labrèche, en direct de chez lui. Donc, dans les années... dans la dernière décennie de 2010, juste avant les années 2020 et plus, qui marqueront l'histoire de la Terre. Au plaisir de se voir ou de se lire. Merci.